Donc, une fois de plus, bonjour à tous. Euh, voilà, nous sommes ici présents aujourd'hui pour lancer notre formation en Haskell et dans le cadre général de la formation développeur en Plutus, avec une finalité d'être capable de concevoir, euh, non seulement de concevoir, mais également de euh, développer, d'implémenter les applications sur la blockchain Cardano. Aujourd'hui spécifiquement, nous commençons avec notre tout premier module euh, qui en fait est, nous l'avons appelé Getting Started, qui veut tout simplement dire le début, le commencement. Ce module comprend 4 chapitres. Entre autres, nous avons c'est quoi la programmation, qui est le premier chapitre là. Par la suite, nous avons compilé des prérequis en maths comme le chapitre suivant. Après cela, nous allons essayer d'aborder la notion de Haskell d'une façon générale. Là, vous avez la vue de l'oiseau. Vous savez, quand l'oiseau est dans le ciel, il a une vue générale et globale de l'espace qu'il observe. Et pour finir, nous allons introduire la notion de type. Peut-être qu'on va tout simplement combiner ce chapitre avec les notions aussi avancées des types, mais on verra comment fonctionner quand on y arrive. Donc, ce qui nous concerne en ce jour, c'est la programmation. Qu'est-ce que c'est? Le tout premier chapitre. Bon, voilà, on a un retardataire. Bonjour. On va donner à Raoul quelques minutes pour s'installer. Et il nous a pris assez tôt pour qu'on revienne sur ce qu'on a déjà expliqué rapidement, n'est-ce pas? Donc, une fois de plus, nous sommes réunis ici dans le cadre de la formation en Plutus. L'objectif, c'est de faire de vous des développeurs Plutus, mais dans le sens large, des gens qui peuvent concevoir des applications et ensuite les implémenter sur la blockchain de Cardano. L'un des aspects de cette formation est la formation en Haskell. Et pour cela, nous avons conçu des modules qui sont constitués à leur tour des chapitres qui abordent des notions et des concepts spécifiques. Pour aujourd'hui, nous allons donc lancer avec notre premier module qui s'intitule Getting Started. Et ici, il est question d'aborder la notion de programmation dans son sens général. Par la suite, nous allons voir quelques prérequis en mathématiques qui vont nous permettre de bien maîtriser, d'avoir tout au moins la fondation nécessaire pour bien comprendre Haskell. Haskell étant un langage basé sur les notions mathématiques. Au troisième point, au troisième chapitre de ce module, nous allons voir Haskell dans sa généralité. Là, c'est intitulé Vue d'oiseau, Bird's Eye View, qui veut tout simplement dire nous allons nous élever et regarder Haskell dans son ensemble, les éléments qui le constituent en tant que langage, les outils dont on a besoin pour l'apprendre et également sa syntaxe, sa grammaire de façon générale. En dernier, au chapitre 4, nous allons aborder la notion des types. Nous resterons probablement à l'introduction des types basiques, mais nous pourrons également aller un peu plus loin avec des types un peu plus complexes.
ou comment nous-mêmes nous pouvons construire nos propres types. Donc, voilà ce qui constitue le premier module. Pour ce jour spécifiquement, nous allons voir la notion de programmation. C'est quoi la programmation? Et la stratégie ici, c'est d'aller de définition en définition qui vont nous permettre d'aborder la notion de programmation dans sa généralité. Alors, la programmation, c'est un processus qui nous permet de créer une série d'instructions qui disent au calculateur comment exécuter une tâche, tout simplement. Donc, nous créons une série d'instructions que nous pouvons par la suite confier à l'ordinateur. Et cette série d'instructions indique tout simplement à l'ordinateur comment exécuter une tâche spécifique. Les instructions qui disent ou indiquent au calculateur d'exécuter des tâches spécifiques sont écrites en un langage de programmation. Donc, nous avons besoin d'un langage de programmation pour dessiner ou écrire ces instructions qui vont nous permettre par la suite de demander à l'ordinateur d'exécuter une tâche spécifique. Donc là, directement, nous pouvons passer à la notion de langage de programmation. Le langage de programmation est tout simplement un langage dont les calculateurs peuvent comprendre, à travers lequel nous, en tant qu'êtres humains, une fois de plus, donnons les instructions à la machine. Ces instructions que nous écrivons à travers le langage de programmation et dont nous donnons à la machine, nous les gardons dans un fichier que nous appelons le code source. C'est-à-dire, ce fichier contient le code source. Et code, c'est donc une autre façon d'appeler ces instructions. Il est important de comprendre ici que ces langages à travers lesquels nous écrivons des instructions qui sont par la suite données au calculateur, en fait, sont d'une façon ou d'une autre traduits en un autre langage de très bas niveau que la machine peut comprendre. Ce que nous définissons par exemple le type, je sais que beaucoup de vous ont fait programmation, donc vous comprenez bien la notion. Nous définissons nos syntaxes dans ce fichier code où nous mettons notre code source. Mais à la fin, quand la machine le récupère, il a besoin d'une façon ou d'une autre d'être traduit et interprété pour qu'à la finalité, nous ayons un langage binaire au niveau le plus bas de la machine. Et voilà. Et le langage binaire, ça veut tout simplement dire une suite de 0 et de 1. Nous allons y revenir. Donc, peut-être avant que je ne continue, s'il y a des questions, elles sont la bienvenue. Sinon, nous allons continuer avec nos définitions. Pas de questions jusqu'ici. Monsieur, Oui, Raoul. les cours, si vous avez donné ça pour un tableau, je dis comme ça, comme c'est démarré. Oui, bon, déjà, voilà, le processus, c'est quoi? Nous publions les cours sur GitHub et nous référençons les liens des cours publiés sur la plateforme Discord, comme nous avons fait hier. Donc, ces cours-ci, en fait, ce sont mes projections, ce sont mon PowerPoint, dont le contenu vient du cours qu'on a publié sur GitHub.
Donc oui, vous avez accès complet à cette documentation. Donc une fois de plus, dans le serveur Discord, le canal général, le canal approprié à ce module contient toutes les références à ce matériel didactique. C'est pour ces deux cours que nous allons faire aujourd'hui. C'est bon? D'accord. Je voudrais juste ajouter une autre chose. C'est que ces cours sont en train d'être enregistrés et nous allons donc également mettre ces cours de temps en temps vous puissiez y accéder avec les mêmes questions et discussions que nous avons eues ici. Très bon point. Merci Didier. Donc, on va donc procéder dans nos définitions, avec nos définitions. Donc, comme tout à l'heure je vous disais, le code source que nous écrivons dans notre fichier à travers un langage de programmation est transformé en un langage binaire. Et ce langage binaire est donc le langage que la machine comprend. Oui. Donc, nous partons d'un code source dans un fichier. Il est transformé en un langage, il est transformé en un, en un fichier binaire, c'est-à-dire qu'un fichier qui contient le source code, mais sous une autre forme, binaire. Et c'est ce code-là que la machine peut finalement comprendre. Ce processus de transformation, c'est-à-dire partir du source code pour le code binaire, s'appelle la compilation. C'est ce que nous appelons la compilation. Voilà. Donc, quand nous compilons dans le source code et que nous obtenons ce fichier binaire, la machine est donc capable de l'exécuter et l'exécuter. En fait, ce que nous obtenons est quelque chose qui respecte, parce que nous partons d'un langage de programmation pour aboutir à un langage dont la machine peut comprendre. Le langage de programmation, en fait, c'est quoi? Nous définissons les règles, nous définissons la grammaire, nous définissons la syntaxe. Donc, finalement, quand nous le traduisons en binaire, en code binaire ou en fichier binaire, si je peux le dire ainsi, nous sommes en train de nous sommes arrivés à une étape du processus où on est certain que ce que nous avons écrit plus ou moins respecte les règles de grammaire, les règles respecte la syntaxe. Et voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ici pour mieux clarifier. Je veux juste dire que on peut voir le compilateur un peu comme cet élément qui fait la traduction. Comme il a dit tout à l'heure, la machine ne comprend que le langage binaire. Supposez que la machine est quelqu'un qui comprend l'anglais. Vous écrivez en français, ou bien vous parlez en français. Il faut quelqu'un qui va traduire le français en anglais. Donc, la machine, le calculateur, l'ordinateur ne comprend que le langage binaire. Donc, lui, quand tu lui envoies, quand tu veux lui parler, il faut lui parler avec les 0 et 1. C'est ce qu'il comprend. De l'autre côté, nous avons écrit des choses dans un langage de programmation. Le compilateur est au milieu pour d'abord vérifier si tu as écrit quelque chose qu'il peut traduire. Donc, il fait d'abord cette vérification. Est-ce que tu as respecté les règles du langage? Il fait d'abord cette correction. Après avoir fait la correction, si la correction est finie avec succès, alors il prend donc ce que tu as écrit et il traduit en binaire, en langage 0. Ce binaire-là est consigné donc dans un fichier qu'on appelle exécutable. Donc voilà un peu la clarification que je voudrais apporter. Donc il faut voir ça comme quelqu'un qui vérifie la compilation pour le processus, qui vérifie d'abord si vous avez respecté les règles du langage, comme il a dit tout à l'heure, la grammaire, la syntaxe,
comment il faut combiner les choses, tout ce qu'il faut respecter pour qu'il soit capable de traduire. À la fin, lorsque tout s'est bien passé, si vous avez respecté toutes ces règles-là, lui traduit, il vous donne à la fin un fichier compréhensible par le calculateur. Ok. Merci Didier, merci pour la clarification. Donc, je veux ajouter par la suite que une fois que nous obtenons l'exécutable qui contient ce code binaire, la machine peut finalement exécuter les instructions que vous avez consignées déjà à partir de votre langage de programmation. Voilà. Donc, un autre aspect sur lequel je veux attirer votre attention, c'est nous pouvons bien nous asseoir et écrire le code binaire. Mais seulement, c'est très difficile pour nous de réfléchir en termes de code binaire. Et c'est justement la raison pour laquelle nous concevons des langages de programmation qui sont plus proches de notre niveau de compréhension que celui de la machine. Parce que la machine comprend les 0 et les 1. Nous comprenons quoi? Papa est allé au marché, machin et consort. Donc, nous voulons partir de ce niveau d'abstraction pour arriver au bas niveau du langage que la machine comprend. Voilà, donc cela justifie même le besoin d'avoir des langages de programmation. On a d'autres langages de programmation qui sont vraiment bas niveau. Assembler est un exemple. Je ne connais pas d'autres qui m'échappent là pour l'instant. Mais Assembler est un exemple qui est assez proche de la machine. Voilà. Il y a également le C. Effectivement. Donc, des questions à ce niveau, besoin de clarification. Je dirais non pour l'instant. Donc, on va avancer. Je vais juste ajouter qu'au cours de la compilation, si vous n'avez pas respecté les règles du langage, alors la compilation va échouer. Donc, vous pouvez lancer la compilation. La compilation se termine avec succès ou avec échec. Lorsqu'il y a échec, la compilation vous dira qu'à tel niveau de votre fichier source, il y a erreur. Il y a erreur, vous n'avez pas respecté la syntaxe. Il peut aller jusqu'à vous dire exactement quelle est l'erreur que vous avez fait. Il peut proposer même comment corriger. Donc, c'est juste ce que je voudrais ajouter. Merci pour la clarification. Donc, puisqu'on n'a pas de questions sur la partie précédente, on va donc passer à la notion des paradigmes. Une fois de plus, de façon générale, la notion de paradigme renvoie aux outils, aux principes que nous avons pour analyser la réalité autour de nous. Le paradigme, c'est notre façon de comprendre le monde, de voir le monde, de l'analyser, de l'anticiper. Le paradigme, c'est lié à nos traditions, c'est lié à nos mœurs, c'est lié à nos cultures, c'est lié à nos habitudes alimentaires. Donc, quand on rapproche la notion de paradigme au langage de programmation, on se rend compte que il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que la finalité du langage de programmation, c'est d'interpréter les faits de la vie de tous les jours. Mais les gens ne l'interprètent pas de la même façon. Donc, c'est pour ça que nous avons différents paradigmes quand il s'agit des langages de programmation. Même si la finalité est la même chose, nous avons un problème qu'on veut résoudre, on veut utiliser la machine pour nous permettre de le résoudre. Voilà. Donc, une fois de plus, le paradigme est une notion fondamentale
parce que le paradigme te donne les outils pour concevoir, il te donne les outils pour implémenter, il te donne les outils pour analyser et même d'ailleurs pour comprendre la réalité autour de toi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur ce point de vue. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette notion? Monsieur, Oui, Raoul. monsieur, dans mes recherches par état, j'ai vu quelque part que Haskell est un langage paresseux. Je ne sais pas si c'est vraiment de demander on en fait parler paradigme, mais j'aimerais un peu en savoir plus. Pourquoi on dit que c'est un langage? Oui, ça c'est une très bonne question. Déjà, Haskell en tant que langage paresseux, c'est vrai, c'est une expression qui peut un peu prêter à confusion parce que je sais que beaucoup d'entre nous ne veulent pas être paresseux. On veut travailler, on veut être actif. Que le terme paresseux n'est pas un terme positif. Effectivement, je pense que c'est un terme qui est un peu péjoratif. Mais l'idée derrière cette affirmation, c'est que Haskell te donne les outils pour être plus efficace et plus productif. Voilà, donc le travail que je fais avec Haskell va me donner moins de mots de tête. Je vais le faire en moins de temps. Donc, du coup, j'ai beaucoup de temps pour boire ma bière, ou beaucoup de temps pour m'amuser, comparé à peut-être quelqu'un qui fait le même travail avec un autre langage de programmation ou avec d'autres outils où il va. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, au lieu de passer toute ma journée à programmer, je vais courir vers Haskell. Avec Haskell, je vais pouvoir traiter ce même problème en 1 heure de temps et après j'ai tout le reste de la journée pour me coucher, regarder mes films et tout me reposer. Bon, de l'autre côté, je peux utiliser ce temps supplémentaire pour faire autre chose. Oui, donc c'est dans cet esprit. Maintenant, revenons à la notion de pourquoi. Qu'est-ce qui rend Haskell, qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à dire que Haskell est paresseux? En fait, comme on vous a dit, comme on explique depuis le début, Haskell est un langage basé sur des notions mathématiques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Haskell intègre en lui les outils de logique. Donc, je peux écrire mon code et raisonner avec mon code. C'est-à-dire que j'ai les fondations pour pouvoir raisonner avec mon code en utilisant l'outil mathématique. Haskell, comme vous le savez, se base sur les fonctions pures dans le sens de la mathématique. Haskell se base sur la notion des ensembles, qui est un concept mathématique avec des théories bien développées et des propriétés bien démontrées qui vont avec. Haskell se base sur la notion de lambda calculus, qui en fait est une autre théorie mathématique. Donc, c'est tout mathématique. Une fois que j'ai cette mathématique qui supporte Haskell, ça fait que je peux écrire mon code et raisonner facilement avec. Je peux faire des prototypes très facilement, je peux avancer rapidement et du coup, j'ai plus de temps pour boire ma bière, pour manger mon popcorn et regarder mon film. Donc, pour être paresseux entre guillemets. Je vais juste comme ça, à la suite de l'ancien, ajouter un autre aspect de cette notion de paresseux, qu'ils appellent en anglais laziness. Le laziness peut être vu sous un autre angle. Comme il a dit, sur Haskell, lorsque vous avez bien maîtrisé le langage en Haskell, vous écrivez les codes très courts. Premièrement, vous n'avez pas, quand vous allez résoudre les problèmes en écrivant le code avec Haskell, vous aurez des codes très élégants. Et la deuxième chose, c'est quoi? Dans le fond, c'est-à-dire dans la base même, Haskell ne fait pas les calculs comme les autres langages de programmation. Et à peine tu écris une instruction, lui fait le calcul.
Parce qu'à la fin, quand tu dis que je veux le dernier résultat, c'est pour ça qu'il n'est pas reçu. Parce que lui, il ne fait pas les calculs à toute bouche. Il dit, je garde le calcul. Quand tu vas me demander le dernier résultat, moi, je vais maintenant combiner tout ça. Pour faire le calcul une fois. Je ne vais pas faire le calcul chaque fois. Donc, lui, il garde des choses, et puis il te fait le calcul à la fin. Donc, il y a des choses qu'il garde sur lesquelles il devient plus efficace quand il fait le calcul à la fin. Parce qu'il y a par exemple les notions d'ensemble infini, où on aura par exemple une liste infinie, et à la fin de tes calculs, tu voudrais seulement une partie de cette liste. S'il avait fait le calcul depuis, il n'aurait même pas la mémoire stocker cette liste-là. Or, à la fin, lorsqu'on lui dit prends c'est même partie, il dit ah non, on me dit c'est prendre une partie. Donc, dans mes calculs, là, je m'en fous. Je fais mes calculs juste sur une partie de la liste. Donc, je n'ai pas besoin de stocker toute ma liste. Et puis, il gagne en mémoire. Donc, c'est ça c'est un autre aspect là-bas qui est plus technique et plus profond de la notion de laziness sur Haskell. Donc, voilà un peu cette notion-là. Donc, quand on parle de laziness, ne voyez pas ça dans le mauvais sens, c'est plutôt dans le sens aussi d'efficacité de Haskell. Donc, j'avais totalement manqué tout cet autre aspect. Oui, c'est vraiment d'une importance. Merci. D'autres questions? OK. Donc, on va avancer. Donc, comme exemple de paradigme de programmation, nous avons le paradigme de programmation impérative. Nous avons le paradigme de programmation orientée objet et nous avons le paradigme de programmation déclarative. Impérative, ici, c'est un paradigme où nous sommes un peu comme comment je vais dire, des commandants. Nous sommes un peu comme des micro-managers, où nous allons dire à l'enfant, bon, voilà, 5 heures, tu te lèves. Tu vas porter tes chaussures. Quand tu descends du lit, tu vas te brosser les dents. Après t'être brossé les dents, rapidement, tu vas aller laver les assiettes. Et pour laver les assiettes, voilà comment tu dois faire. Tu dois ouvrir l'eau, le recueillir dans un récipient, dans le bassin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous donnons une série d'instructions spécifiques à l'enfant sur comment accomplir ces tâches. Voilà. Donc, ça, c'est le paradigme impératif. Nous sommes là à dire spécifiquement, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais cela. De l'autre côté, nous avons des paradigmes de programmation déclaratif. Déclaratif, c'est quoi? C'est je viens le matin, je dis, tu vas arriver à ta question. Je dis, bon, je dis à ma fille, il est 6 heures. Je veux qu'avant d'aller à l'école, tu te rassures que les assiettes sont propres. Tu te rassures que ton hygiène est propre. Et tu te rassures que tu as eu à manger. Tu as prêté ta nourriture. Donc, en ce moment, je ne te dis plus comment faire ton travail, mais je te dis ce que j'attends de toi. Donc, voilà une différence fondamentale entre ces deux paradigmes. Donc, si nous prenons un autre exemple de la vie concrète, nous connaissons tous les voitures. Il y a des voitures avec le levier de vitesse manuel. Il y a des voitures avec le levier de vitesse automatique. Quand je suis en train d'aborder une colline avec ma voiture qui a un levier de vitesse manuel, c'est à moi, je dois instruire à la voiture, passe en première, passe en deuxième, ainsi de suite. Bon, en fait, la réalité, c'est très souvent, on est en train d'aborder la colline, on commence en vitesse peut-être troisième, et ensuite on remonte en deuxième, et possiblement en première, si la colline est très rude. Voilà. Mais là, je suis en train de donner les instructions spécifiques à la voiture. Pourtant,
Ça, c'est un paradigme impératif. Ça, c'est une façon impérative d'aborder les choses. Pourtant, si je prends ma voiture automatique, qu'est-ce que je fais? Mon intention, je dis à la voiture, je veux monter cette colline. Comment j'exprime cette intention? Je mets mon pied sur la pédale, accélérateur. Maintenant, la voiture comprend, c'est-à-dire que j'ai mis mon intention, j'ai défini clairement mon intention. La voiture sait comment le faire. La voiture sait que, quand je commence à monter là, si je me rends compte que la pente, mes senseurs me disent que la pente est déjà de 10%, que je dois passer je dois rétrograder, et ainsi de suite. Voilà, donc là, c'est un peu le contraste entre le paradigme impératif, de programmation impérative, et celui déclaratif. Maintenant, de l'autre côté, le paradigme de programmation orientée objet, ici, il est question de comprendre le monde à travers, c'est-à-dire nous sommes ici, nous essayons d'abstraire le monde à travers les classes et les objets. Voilà. Donc, mais je pense que le paradigme orienté objet, programmation orientée objet est un peu proche du paradigme impératif d'une façon ou d'une autre, parce que ici également, il est question très souvent de donner les instructions spécifiques à la machine. Voilà. Donc, je sais qu'on va y revenir quand nous avançons dans notre cours. C'est de ça qu'il est question à la base. Y a-t-il des questions ici, des clarifications? Monsieur, Oui, Raoul. donc ça veut dire que Haskell doit sûrement être impératif. On va y arriver. Je pense que c'est notre prochain slide. Donc, je suis en train d'anticiper déjà là. Peut-être ça va? D'autres questions? D'accord. Donc, voilà, nous passons maintenant à ces différents points, la programmation impérative. Vous voyez, chaque fois dans la vie, il y a toujours la catégorisation pour mieux comprendre les choses. Donc, au haut niveau, nous avons la programmation impérative. Sous cette catégorie, ce paradigme, nous avons la programmation structurée, la programmation procédurale. Moi, je vous invite à aller faire des propres recherches sur ça. Il y a tellement de langages là qui adhèrent à ce sous-paradigme. Donc, et on va voir quelques exemples. Donc, ensuite, sous le paradigme de programmation orientée objet, on sait différents aspects. Programmation orientée prototype, programmation orientée classe et programmation orientée composante. Sur le déclaratif, voilà, nous avons la programmation descriptive, programmation fonctionnelle. Je pense que ça répond à la question de Haskell étant un langage qui comment dire, orienté fonctionnel, on tombe dans la grande catégorie qui est le paradigme déclaratif. Oui. Donc, nous avons la programmation logique. On a parlé de ça ici un peu. Il est question de voir le monde à travers les outils logiques de mathématiques qui sont le vrai, le faux, le 1, le 0, le AND, le OR, ainsi de suite. La programmation programmation constraint, autant pour moi, merci. Donc, également, nous vous invitons à faire vos recherches là. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la programmation
orienté fonctionnel. Voilà. Donc, des questions? Clarification? Nous allons donc passer à quelques exemples. Donc, comme vous voyez là, sur la gauche, nous avons une liste de langages. Sur la droite, nous avons les paradigmes auxquels ils adhèrent. Java, par exemple, lui, il est orienté objet. Vous pouvez remonter plus haut pour voir quel grand paradigme il appartient. C, oh, désolé. C, lui, il est orienté objet et également un aspect procédural. Donc, vous voyez, il y a des langages qui combinent. Bon. C++, lui, il est procédural. Je pense que j'ai fait une erreur là. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça, c'est-à-dire que voilà, le C est procédural, C++ est objet orienté et plutôt procédural. Voilà. Donc, je vais corriger après, mais c'est bon comme on a l'audio, la correction est directe, plus ou moins. Donc, le PHP orienté objet est un peu procédural. Perl, c'est pareil. Haskell, qui est le langage qui nous concerne, est orienté fonctionnel. F# est orienté fonctionnel, mais je veux attirer votre attention qu'en F#, par exemple, on a les outils pour implémenter des concepts de la programmation orientée objet. C'est possible en F#, juste que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Donc, à la limite, on peut dire que F# est orienté fonctionnel et effectivement. Ouais. Donc, Clojure, orienté fonctionnel. JavaScript, lui, il est fonctionnel, il est également procédural. Donc, voilà. Je pense que là, nous sommes arrivés à la fin de notre premier chapitre. C'est quoi la programmation? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Raoul. J'ai une question, mais je ne sais pas trop dans le cadre de l'émission. Oui. J'aimerais savoir comment, dans le cas de comment on va faire pour lire anglais, on va s'en sortir, quelques petits tuyaux. Oui. Parce que moi, je pense à lire avec un dictionnaire, après le traduire. Je vois que ça va me faire un peu trop de temps. Oui. Quelques petits tuyaux pour s'en sortir. D'accord. Donc, la question de Raoul, c'est comment est-ce que nous allons lire en anglais et s'en sortir en français? Puisque le matériel, nous le produisons en anglais majoritairement, mais notre audience est francophone. Ma réponse est déjà, tu as souligné, Raoul, que tu travailles avec un dictionnaire. C'est déjà un premier pas. Mais ce que je vais dire, c'est que le monde scientifique, le monde de la programmation, malheureusement, ou heureusement, c'est pas comment on va le voir, est en anglais. Donc, du coup, apprendre l'anglais pour chacun d'entre nous devient un impératif. Si on veut vraiment évoluer dans ce monde, dans ce domaine, où tout est plus ou moins, c'est-à-dire que la majorité des ressources, les livres, les documents, les sites de soutien sont faits en anglais. Donc, je pense que déjà avoir son dictionnaire pour pouvoir commencer à traduire ces mots, c'est un premier pas. Mais pourquoi pas par la suite étendre à... C'est-à-dire que vraiment prendre du temps pour apprendre cet anglais, pour finalement avoir les outils pour comprendre beaucoup d'autres notions en programmation et avoir accès à une plus grande documentation. Je sais que la dernière fois, on a mentionné le besoin
Oui, oui, les cours de soutien d'anglais, on y travaille. Euh, Quand on aura des informations spécifiques sur leur implémentation, on va vous revenir. Ce sera vraiment très important. Donc, y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Tex. J'ai une préoccupation. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur les paradigmes impératifs, de la nouvelle paradigme impératif et déclaratif? Et j'aimerais aussi savoir si le C n'intègre pas aussi cette notion de paradigme non fonctionnel. Je vais dire, en fait, le C, les outils du C, bon, déjà, de façon générale, un paradigme, c'est